moi, ce qui m'intéresse, c'est, tu vois, quand tu arrives à Mimizan, juste avant d'arriver à Mimizan, à gauche, il y avait un camping, il y a toujours un camping qui s'appelle les Écureuils. C'est chez moi, je l'ai vendu il y a 3 ans. Et à côté, j'ai 2 terrains. Donc si la ville veut s'agrandir, c'est mon terrain qui va faire ce que je fais. Donc ça va. Il vaut mieux construire un verre. Ah oui, voilà. Mais ah bah là c'est maintenant qu'il y a, surtout c'est le mirage qu'on peut aller voir. C'est le camping, c'est le camping. j'habite Sainte-Eulalie en borne et avec Sainte-Eulalie, on a des terrains là-bas, des terrains à faire. Mon premier métier c'est de J'ai le bâtiment c'est tout fait à la main, donc ça valait cher à l'époque, mais en fait finalement sinon vous attendez. c'est super intéressant. Et à l'occasion, si vous passez venez voir notre établissement, ça va être intéressant parce que c'est vraiment intéressant d'échanger. Ok, pas de problème. Bon, mais bonne continuation de spectacle. Parce que vous restez pas là? Si, après le repas. Ouais, c'est des filles, des familles. Je vous invite à vous asseoir. Je ne sais pas si Michel Morin est dans la salle. Congrès national, le président non, ah oui, le breton, Ascom, Martin, c'est pour ça que je me demandais si son nom de famille c'était Ascom. Ouais, non, mais c'est Martin. Ouais, mais quand j'ai dit à Charlène, c'est assez lourd. Allez, on reprend, on reprend. Si vous voulez tous manger pas trop tard, on reprend. S'il vous plaît, on va reprendre. Alors, donc on passe à la nouvelle thématique, donc réutilisation des zones conventionnelles, constats et solutions pour les hébergements touristiques. Donc, sur cette table ronde, on va aussi introduire un premier projet qu'on a mené à l'Impact hier, un gros projet d'accompagnement collectif pour les économies d'eau, donc le projet EDUCO. Et on va parler aussi de la suite logique de ce projet, qui est une étude sur la haute sélection des zones non conventionnelles. Donc, Sarah Denain, qui est chef de projet chez Ecofidae, interviendra sur cette thématique-là.
Donc sur le déroulé un petit peu de cette réflexion commune des trois filières sur la thématique de l'eau. Donc il y a eu le projet EduCo qui a été porté par l'interfilière et financé par l'agence de l'eau Adour-Garonne, qui avait pour objectif d'informer, d'éduquer, de sensibiliser et d'impliquer les différents publics à la préservation de la ressource en eau lors de leur séjour touristique. Donc on avait 3 publics ciblés, les publics accueillis dans les établissements, les gestionnaires des structures et les salariés, donc de la formation, et les futurs salariés, les étudiants qui sont à même de devenir par la suite gérants ou salariés d'hébergement touristique via des masterclass. Donc voilà, c'est un petit peu les éléments qui ont été produits grâce à ce projet. Il y a eu aussi toute une partie communication, kit de communication que vous avez peut-être déjà pu retrouver dans la salle derrière. Donc il y a toujours des kits disponibles avec de l'affichage. Il y a aussi une partie sur de l'équipement, donc les pommeaux Hydrao ont été distribués, 650 pommeaux quand même, des récupérateurs d'eau de pluie, voilà, donc pas mal d'actions qui ont été menées. Mais voilà, en fait, c'est aussi pour vous rappeler que la première étape de la réduction de l'empreinte en eau dans le tourisme, c'est vraiment les économies d'eau, c'est le plus important. Et c'est la première étape avant d'aller au-delà vers de la réutilisation de l'eau non conventionnelle. Et pour quand même étudier les possibilités, le comité régional du tourisme a monté une étude sur la réutilisation des eaux non conventionnelles en partenariat du coup avec l'interfilière et les 3 filières à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine. L'idée de cette étude aussi, on verra après, mais c'est de faire un état des lieux. Voilà, actuellement en tourisme sur la région, qu'est-ce qui est en cours et quelles sont les opportunités, les marges de manœuvre, et de vous aussi guider vers des solutions adaptées à vos établissements par typologie de structure. Donc tout ça, Sarah va en parler. Il y aura une petite intervention de Maxime aussi que j'appellerai tout à l'heure. Et donc au niveau des chiffres, vous les avez là. Donc une trentaine d'adhérents qui ont été accompagnés sur EduCo et aussi près d'une trentaine qui ont participé à l'étude dont on va parler. Et Corinne, ici présente, va témoigner également de sa participation à l'étude. Elle a également participé au projet EduCo. Et M. Mauvin, qui nous rejoindra après, interviendra également sur cette thématique. Je passe du coup la parole à Sarah Velay. Merci. Merci Mathilde pour cette introduction. Donc effectivement, elle a très bien rappelé, donc je le redis ici. Donc Ecofilae, c'est une société d'ingénierie et de conseil qui est spécialisée dans la réduction de l'empreinte eau. On connaît assez bien le concept d'empreinte carbone, l'empreinte eau est un peu moins connu. Et donc cette diminution de l'empreinte eau passe effectivement par 3 leviers d'action que nous on appelle les 3 R. Le premier R étant la réduction des consommations à la source, donc c'est exactement la première étape qui a été mise en place via le projet EduCo. Et ensuite on voit comment on peut éventuellement, sur les consommations en eau finalement résiduelles et incompressibles, voir comment on peut éventuellement derrière les recycler et pourquoi pas aussi réutiliser cette eau à d'autres fins. Et donc c'est exactement l'objet de cette étude-là qui intervient donc, comme la deuxième étape de ce projet global. Donc cette étude s'est divisée en plusieurs étapes. Donc déjà une première étape de retour d'expérience pour voir un petit peu ce qui avait déjà été mis en place sur certains établissements. Une phase d'évaluation du potentiel, j'y viendrai juste après pour vous expliquer un petit peu plus en détail. Un cadre réglementaire qui est tout à fait récent, tout à fait mouvant encore, donc les derniers textes datant là de 2024-2025, donc c'est important aussi de faire un petit peu ce travail de pédagogie pour voir ce qu'il est possible de faire, avec dans certains cas une simplification réglementaire, dans d'autres cas pas du tout, donc ça c'est un petit peu aussi prendre en main ces différents textes. Et puis, les dernières étapes, donc, c'était de proposer justement des solutions techniques pour pouvoir coupler un petit peu les différentes sources d'eau, les différents usages qu'on peut mettre en face, voir quelles sont les solutions techniques, à quel coût, quel volume ça permet d'économiser, etc. Et donc, toute cette deuxième partie-là, phase 4 et 5, donc, ça fait l'objet d'une grande restitution demain. Donc, je vais essayer de ne pas spoiler justement les résultats de demain, mais en tout cas là de vous présenter un petit peu les premières phases
de ce qui a été fait. Donc on a travaillé sur l'ensemble de la région, donc en visant les structures existantes du type, donc, qui sont affiliées aux trois filières, bien évidemment. Sont exclus par contre tout ce qui est parc aquatique, parc d'attractions, et ce type de structure. Donc on est vraiment sur des structures de type hébergement. Donc sur le cadre réglementaire, donc je pourrais y passer une demi-heure juste sur ce thème-là, donc on va essayer de faire un petit peu rapidement. Donc disons, pour simplifier, simplement pour dire qu'on a effectivement des nouveaux textes qui sont sortis en juillet 2024, qui concernent justement toutes les possibilités de réutilisation des eaux pour des usages dits domestiques au sein des établissements. Donc les usages domestiques, ça va être tout ce qui est arrosage des espaces verts, alimentation des chasses d'eau, par exemple, des établissements, etc. Et donc maintenant, c'est nouveau, on a un cadre réglementaire, et pour le coup, ce texte-là, il permet, dans une grande majorité des cas, d'avoir quand même une vraie simplification des démarches. Donc ça, c'est plutôt un pas qui est assez positif. Mais la contrepartie, c'est que par contre, il y a un certain nombre de règles qui sont imposées et qui, pour certaines, peuvent créer des contraintes, notamment en termes de qualité d'eau à respecter en fonction des usages que vous visez, etc. Donc c'est aussi là tout ce travail d'encadrement qui a été mis en place dans le cadre de cette étude. Donc quelles sont les eaux que cette nouvelle réglementation permet de réutiliser? Donc les eaux de pluie, rien de révolutionnaire jusque-là. Attention, les eaux de pluie, c'est vraiment uniquement ce que vous récupérez sur les toitures. À partir du moment où ça touche le sol, que ça ruisselle, que ça lessive le sol, on n'est plus dans le cadre de cette réglementation. Tout ce qui est eau douce, pluie, forage, etc. Les eaux grises, donc les eaux grises, ça va être tout ce qui est issu des douches et des lavabos, principalement. Donc en gros, ça exclut toutes les eaux issues des toilettes. Et puis les eaux de piscine, pédiluve, renouvellement journalier, etc. Ou alors un mélange de tout ça. Donc voilà un petit peu tous les gisements d'eau qu'on va pouvoir utiliser. Et alors, je ne rentre pas dans le détail, bien évidemment, vous aurez les présentations si vous voulez rentrer un peu plus dans le détail, mais disons que cette réglementation-là vous permet de croiser un petit peu la nature des eaux et les usages que vous pouvez en faire. Et cette réglementation-là vous dit si c'est autorisé, interdit, et si c'est autorisé, sous quelles conditions, de qualité d'eau et de démarche réglementaire. Donc tout ce qui est déclaration, forcément, sera beaucoup plus simple qu'en autorisation, en termes de procédure. À titre expérimental, c'est encore un peu plus compliqué. Donc voilà un petit peu le cadre réglementaire existant. Je passe rapidement, si vous avez des questions de détail, je serai bien sûr à même de répondre juste après. La deuxième étape, ça a été d'évaluer le potentiel. Donc, c'est quoi le potentiel? En gros, ça veut dire qu'on a essayé de définir à l'échelle de tous les hébergements touristiques de la région quel était finalement le potentiel maximum en termes de volume d'eau qu'on pourrait potentiellement réutiliser. Donc, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut réutiliser. Donc, pour cela, on est passé d'abord par une phase d'enquête de terrain. Donc, on a visité un certain nombre d'établissements. Si possible, en essayant de viser le panel le plus représentatif et le plus diversifié au niveau des filières, au niveau de la nature des établissements. Et puis à chaque fois, on a essayé de définir, justement, au sein de ces établissements-là, quels étaient le type de consommation, sur quel poste, pour quel volume, etc. Donc voilà un exemple, par exemple, de ce qu'on a pu faire sur l'un des établissements. On donne un petit peu la typologie de standing, le nombre d'emplacements, les équipements. L'emplacement aussi a son importance, puisque, vous le disiez tout à l'heure, monsieur, on a une région qui est très étendue et donc on ne va pas du tout proposer les mêmes solutions en fonction de la localisation géographique. Je pense notamment à tout ce qui est récupération de l'eau de pluie. On voit bien qu'on a le côté régional qui est très important. Et à partir de là, via les visites de terrain, on arrive à ce type, de représentation, c'est-à-dire on a tout le volume entrant au sein de l'établissement et puis on va pouvoir définir un petit peu où va l'eau au sein de l'établissement, sur quel poste de consommation, et en distinguant justement, pour chacun de ces postes-là, vous voyez dans les encadrés, il y a une partie dont on sait qu'elle va être récupérable d'un point de vue réglementaire.
une partie qui va pouvoir être substituable, dont on va pouvoir justement changer peut-être la source d'alimentation. Parce que est-ce vraiment nécessaire d'avoir de l'eau potable pour alimenter les toilettes? C'est un petit peu le débat qui est posé là aujourd'hui. Donc voilà un petit peu le type de restitution que l'on peut avoir sur chaque établissement. Et à partir de là, sur la base de ce panel-là, on a essayé de redéployer un petit peu. Parce qu'on a, chaque filière nous a fourni un petit peu ses propres bases de données sur l'intégralité de ces établissements, pour qu'on puisse finalement redéployer ce type d'analyse à l'échelle de toute la filière. Donc par exemple là, sur la filière Napa, donc au niveau des campings, on a défini finalement des typologies d'établissements en fonction, est-ce qu'il y a une piscine, est-ce qu'il n'y a pas de piscine, qui est un facteur de consommation d'eau qui est quand même très important sur les établissements. Notamment aussi la nature des emplacements, emplacements nus ou emplacements de type hébergement locatif. Et donc à partir de là, on a établi donc des profils de consommation type. Donc je vous donne juste les exemples comme ça. Donc là pour un hébergement de type 4, c'est-à-dire des campings 3 à 4 étoiles avec des piscines et beaucoup d'hébergements locatifs. Et sur cette base-là, on a défini, donc toujours filière par filière, le potentiel global. C'est-à-dire que par exemple sur la 1374 sites, on peut dire qu'en fonction des consommations, des profils, etc., on a estimé un volume global d'eau qu'on pourrait potentiellement réutiliser. Et puis derrière, un volume global d'eau utilisée qu'on pourrait potentiellement substituer. Et donc ça nous amène comme ça à des valeurs globales qui dit il y a presque entre 25 et 30% finalement des consommations globales des sites qui pourraient potentiellement être alimentées avec autre chose que de l'eau potable. Donc ça c'est un petit peu les résultats qu'on a sortis. Donc je passe également rapidement, mais c'est juste pour vous montrer, si vous voulez les livrables finaux, vous les aurez je pense à disposition. Mais juste pour vous montrer aussi qu'on a fait ce travail d'approche régionale pour justement regarder un petit peu département par département quelle était finalement la part de consommation d'eau potable des établissements, quelle était la part substituable pour avoir justement cette approche régionalisée et peut-être aussi prioriser dans un deuxième temps les actions qui seront mises en place. Donc voilà, je ne rentre pas dans le détail, c'est trop compliqué, mais là pour vous dire, on a fait ces classifications aussi pour tous les types d'établissements, parce que on voit qu'en fonction des départements, on n'a pas du tout les mêmes concentrations, les mêmes typologies, donc pareil, c'est dans un souci d'essayer d'arriver à prioriser comme ça les actions. Et donc vous avez ce travail-là qui a été fait pour chaque filière. Donc par exemple pour l'UMI, même travail, donc là cette fois-ci que deux typologies avec et sans piscine pour les hôtels, parce que c'est un petit peu, nous on fait une classification, forcément en fonction des équipements qui ont plus d'impact par rapport à leur consommation en eau. Et donc vous allez retrouver exactement le même travail qui a été fait sur la filière, donc là pareil, on a à peu près 30% des consommations d'eau potable qui sont potentiellement substituables. Alors je répète beaucoup le mot potentiel parce que il faut bien aussi avoir l'esprit que là on est sur pour l'instant une première approche qui est tout à fait c'est une approche théorique et après donc c'est un petit peu l'objet, donc là malheureusement je ne vous montrerai pas jusqu'au bout de la démarche puisque c'est ce qu'on va présenter demain sur les solutions techniques. Il y a aussi la réalité des établissements, la réalité des terrains. Typiquement les hôtels, on sait que c'est l'une des grosses problématiques entre guillemets, c'est que ce sont la plupart du temps des bâtiments durs et que pour aller substituer par exemple le réseau d'alimentation des chasses d'eau, soit c'est sur des bâtiments neufs, soit ça nécessite des travaux de rénovation vraiment très lourds et donc des investissements qui ne seront pas compatibles par rapport aux économies d'eau qu'il y a derrière. Donc là on est vraiment sur un potentiel théorique. L'idée derrière, c'est qu'on ait justement cette approche un peu plus proche du terrain pour proposer des choses qui soient réalistes en termes de travaux et d'investissement. Donc toujours cette idée d'avoir la répartition géographique des différents établissements. On voit que les potentiels ne sont pas les mêmes en fonction des filières, en fonction des départements, etc.
Et même chose donc, pour l'UNAT, où là on a à nouveau deux types d'établissements qui ont été. Alors on voit bien qu'il y a une forte représentativité là, des villages vacances sur cette filière-là, un petit peu d'auberges, etc. Également. Et donc, toujours. Et on voit que finalement, quelle que soit la nature des hébergements et quelle que soit la filière, on est à peu près sur un même potentiel. On est à peu près à 25-30% de potentiel d'économie d'eau. Donc, ce qui nous amène, donc là, on a. Alors, là-dessus, ce qu'on a regardé, c'est un petit peu à l'échelle de toute la région, donc c'est très très approximatif, mais simplement ce qu'il faut retenir, c'est que, voilà, effectivement, à l'échelle de la consommation en eau potable, donc on est vraiment là sur un objectif de sauvegarder la ressource en eau potable, et donc on a regardé un petit peu à l'échelle de toute la région, quelle était la part finalement de consommation des hébergements touristiques. Bon, ce qui répond aussi en partie à l'une des questions. Là, on s'est concentré bien évidemment uniquement sur la partie sur la période estivale. Donc, ce qui permet déjà aussi de relativiser un petit peu. Ça répond aussi en partie à certaines interrogations de la filière sur quelle est la part un petit peu de consommation d'eau potable à l'échelle de toutes les consommations de la région. Et ça permet également de faire ressortir voilà, ce potentiel d'économie qui pourrait être fait si toutes les filières mettaient en place d'éventuelles mesures complémentaires. Je dis bien complémentaires puisque tout ce potentiel-là, tous ces chiffres-là, ils ont été bien évidemment calculés en prenant en compte le fait qu'il y avait déjà eu justement toute cette première étape d'économie d'eau. C'est-à-dire que quand on calcule les consommations des chasses d'eau, des douches, des établissements, on intègre le fait que ces consommations-là, elles sont faites avec des mousseurs, avec des chasses d'eau, double volume, etc. Donc c'est déjà en prenant en compte cette première étape d'économie d'eau. Et donc pour vous montrer un petit peu, donc là je spoil un tout petit peu la restitution de demain. Donc sur cette base-là, on va proposer donc des fiches. Donc on a fait des couples en fait de gisements usage qu'on appelle, donc pour à la fois les eaux de piscine, les eaux grises, les eaux de pluie. Et donc pour chaque type d'eau, on a mis en face un petit peu différents usages qui peuvent être substitués. Donc ça peut être soit par exemple des chasses d'eau, de l'arrosage d'espaces verts, ça va être également plus après des choses un peu plus expérimentales de type laverie, pourquoi pas. Et donc l'idée à chaque fois de toutes ces fiches solutions, ça va être peut-être de voir un petit peu quel volume d'eau je vais économiser si je mets en place ça. Et puis par exemple, si j'ai mes eaux de piscine, est-ce qu'il vaut mieux que je les utilise par exemple pour mes chasses d'eau? Est-ce qu'il vaut mieux que je les utilise pour mes espaces verts? On a aussi des solutions par exemple de recyclage en interne dans les bassins, ce genre de choses. Et donc chaque fiche comme ça va être déroulée sous forme d'un petit, alors je ne sais plus si j'ai mis un exemple ou pas, voilà. Vous allez avoir des petits synoptiques comme ça. On a fait des exemples standards un peu moyens chiffrés en termes de volume, en termes de coût également. Et après, pareil, à redéployer comme ça sur l'ensemble des établissements de la région, on a essayé de faire un petit peu typologie par typologie d'établissement pour chaque filière. Si on déploie ces solutions-là sur tous les établissements sur lesquels c'est possible de le faire, parce qu'on a fait également cette analyse de faisabilité en fonction des contraintes techniques de chaque établissement. Comme je disais, voilà, on sait très bien que sur des bâtiments en dur, on va avoir beaucoup moins de souplesse, par exemple, que sur des hébergements de type mobilhome, où c'est beaucoup plus malléable, je dirais, en termes de réseau, etc. Et donc, on a redéployé à nouveau sur l'échelle de toute la région ces solutions-là pour voir un petit peu quel coût ça engendre, quel volume d'eau ça permet d'économiser et de faire un peu justement ce travail de cours de revient moyen de l'eau pour chacune des fiches comme ça, ce qui permet de prioriser un petit peu les actions. Donc là, je ne rentre pas dans le détail, c'est l'objet de la restitution de demain. Mais l'idée, voilà, c'est de se dire, peut-être, voilà, s'il y a des actions à mettre en place en priorité, regardez quelle est celle qui permet d'économiser le maximum d'eau pour des coûts de revient les plus optimums et d'arriver à définir comme ça des priorités par filière, par typologie d'établissement et voire même aussi peut-être d'écarter peut-être parfois des fausses bonnes idées parce qu'on sait que voilà, il y a des fournisseurs de technologies qui peuvent parfois un peu essayer
de vente du rêve et qu'on voit derrière que finalement, en termes de rentabilité derrière, c'est peut-être pas la priorité en termes d'action. Donc voilà, tout ça, ça a été, c'est l'objet du travail qui a été fait. Donc je vous montre là, donc ça c'est juste une version un peu standard qui ne correspond pas à l'étude, mais juste pour vous montrer voilà, ce que je vous disais. Donc c'est ce qu'on appelle nous les courbes de ratio efficacité. Donc vous avez là finalement le volume total d'eau économisé sur l'année. Donc si on redéploie cette solution, donc là ça se compte facilement en dizaines de milliers de mètres cubes à l'échelle de la région. Et pour chacune des solutions étudiées, on regarde un petit peu le coût de revient finalement au mètre cube. Et quand on les classe comme ça, par exemple, soit on peut les classer par coût, en disant on va commencer par celles qui sont les plus rentables, les plus faciles à mettre en place. On peut aussi, par exemple, les classer par la largeur ici de la colonne, parce que plus la colonne est large, plus ça veut dire que vous allez économiser des gros volumes d'eau. Donc voilà, pour toutes les solutions qu'on a étudiées, pour chaque filière et pour chaque typologie, on a établi ce genre de courbe-là, qui est vraiment un outil un peu de priorisation des actions à mettre en place. Et donc tout ça, c'est ce qui sera présenté demain. Voilà, donc dans les grandes... Oui, alors c'est Vincent, voilà, mon collègue qui a réalisé l'étude, et donc avec moi en pilotage derrière. Voilà. Merci beaucoup Sarah. J'en profite pour préciser du coup la restitution qu'on a besoin, c'est une restitution interne, un comité de pilotage, mais du coup il y a Maxime qui va vous parler de ce qui va vous concerner vous, les restitutions destinées aux professionnels. Je peux rester là, vous m'entendez, vous me voyez. Donc restitution, c'est vrai que demain c'est juste pour le comité de pilotage. Ce qui est le plus important pour vous, c'est 2 restitutions qu'on vous invite à voir. La première, ça sera au Salon Atlantica, que certains d'entre vous connaissent très bien. Donc Salon Atlantica début octobre à Niort. En l'occurrence, la restitution, elle sera le 8 octobre après-midi, dans le cadre d'un pôle nouveau, si je peux faire aussi un peu de pub pour le Salon Atlantica, du pôle Innovo. Voilà. Donc on sera cohérent par rapport à la nouveauté du salon. Je vous invite tous à venir sur ce salon aussi, bien sûr pour voir la restitution d'études, mais aussi pour rencontrer différentes solutions, différents vendeurs, différents prestataires, des choses vraiment concrètes qui pourront vous parler vous en tant que professionnel directement. Et puis l'autre restitution, si malheureusement vous n'êtes pas disponible, vous n'avez pas la possibilité de venir à Niort au Salon Atlantica, c'est le 14 octobre, là c'est un webinaire. Donc c'est en ligne, une visio, c'est gratuit, c'est organisé par nous, par le comité régional du tourisme. Il y a juste à vous inscrire. Et si vous n'êtes pas disponible sur cette journée-là, le 14 octobre, de 11h à 12h30 pour ce webinaire, il y aura un replay. Donc, et puis l'information sous forme de livrables. Il y aura les fiches pratiques, les fiches scénarios, les fiches catalogues seront disponibles sur nos différents sites de l'interfilière. On partagera via les filières. Et puis bien sûr sur le site du CRT, du Comité régional du tourisme. Voilà pour au moins les 2 rendez-vous qu'on voulait vous donner de manière plus pratique. Là, finalement, c'était plus un teasing de ce que vous avez commencé à voir aujourd'hui. Merci beaucoup Maxime. Et du coup, j'ai pas fait les choses dans l'ordre, donc on repart en arrière, c'est pas grave. Donc maintenant on passe au témoignage. Donc du coup, je pense qu'il n'y a plus de secret, mais il y a Sylvain Morin qui est le directeur du relais Thalasso de l'île de Ré. Donc on va parler à la fois de cette étude, mais aussi globalement déjà de votre démarche en termes d'économie d'eau ou sur la gestion de votre établissement. Donc peut-être Corinne, je te laisse si ça ne te dérange pas de lui donner le micro. Voilà, super. Donc je vous laisse déjà présenter un peu votre structure sans peut-être trop spoiler ce qui vient après. Mais, normalement, ça va fonctionner. Oui, alors sur le sujet de l'eau, effectivement, on avait déjà échangé à Cognac. Et effectivement, on avait pris conscience de cette notion-là. Alors pour nous, c'est important. Alors nous, on parle beaucoup d'eau salée chez nous. Mais en tout cas, ce qu'on a mis en place au sein de l'établissement, c'est, je dirais, 3 phases. Une phase de bon sens. La phase de bon sens, c'est au travers des labels, que ce soit l'écolabel européen qui nous aide beaucoup. Tous les mousseurs qu'on peut mettre en chambre.
L'adaptation des chasses d'eau aussi, alors ça c'est pas châssis parce que nous on a un site qui date de 75, donc l'hôtel a évolué au fur et à mesure, donc on a essayé plein de possibilités pour pouvoir réduire le volume d'eau dans les chasses d'eau, mais on n'a pas trouvé la solution. Donc là ça nécessiterait un investissement, mais je crois, étant donné le nombre de... Alors sur un site comme le nôtre c'est 40 000 clients à l'année, donc effectivement ça a du sens de le faire. On a travaillé aussi sur, on a mis la possibilité d'avoir de l'eau à disposition dans les couloirs avec des petites fontaines, voilà, merci, qui permettent à nos clients effectivement d'utiliser l'eau de manière beaucoup plus fluide qu'habituellement. On travaille beaucoup aussi avec Annette qui est notre fournisseur en linge. Parce que nous, le linge, c'est un gros sujet. Effectivement, on essaie d'aborder la notion de l'eau au travers aussi du linge. Eux, ils sont engagés dans cette démarche-là. On a peu d'impact sur leur façon de faire. Par contre, on a de l'impact sur la consommation du linge et qui peut avoir un impact sur la gestion de l'eau. Et donc, nous, on a, au travers de notre discours, engagé une démarche sur le fait qu'on demande à nos clients de changer le linge un jour sur deux et pas tous les jours. C'est pas facile sur une clientèle soit loisière, soit plus âgée. On passe par l'explication et l'information auprès de nos clients dès leur arrivée. Donc ça aussi, ça a un impact qui peut fonctionner sur plusieurs aspects. On a arrêté l'arrosage automatique. Moi j'ai fait la direction en 2020, on a arrêté tout l'arrosage. On a essayé de travailler sur la récupération aussi d'eau de pluie avec les toitures, parce qu'on a beaucoup de toitures ici. Mais après, souvent, on est assez contraint par des... Quand on a lancé, c'était vers 2020-2021, et il y avait encore peu de matériaux adaptés par rapport à la configuration de notre infrastructure pour pouvoir récupérer l'eau de pluie. Et c'était pas encore en adéquation avec les travaux qu'on menait. Donc c'est des sujets qu'on doit réouvrir. Après, il y a un deuxième sujet qui est la mesure. Souvent, les problématiques qu'on rencontre, c'est la mesure. Mesure des informations sur l'utilisation d'eau. À quel endroit il peut y avoir un dysfonctionnement. On sait qu'il peut y avoir des fuites un peu partout, donc c'est 5 hectares. L'idée, c'est de savoir où sont les fuites, et pouvoir les mesurer, et pouvoir ensuite intervenir. Donc ça, c'est un gros sujet. On travaille avec une entreprise qui s'appelle ILAO, qui est basée à La Rochelle, qui nous aide sur tous les audits énergétiques, et qui est une structure comme la vôtre pourrait nous aider aussi sur la mesure de notre consommation en eau pour prendre les actions correctives à mettre en place. Et le dernier point, c'est l'innovation. Alors j'ai vu le gros rectangle désalinisation. Moi, l'idée, ça serait d'avoir une thalasso autonome. Nous, la consommation d'eau est assez faible finalement. Alors, à la thalasso très faible, parce que tout ce qu'on peut mettre en eau de mer, on met en eau de mer. Il y a juste le rinçage qu'on utilise en eau douce, mais nos bassins sont en eau de mer. La majorité de nos soins sont en eau de mer. Par contre, si je pouvais désaliniser l'eau de mer et pouvoir la transformer en eau douce, on pompe l'eau de mer à 150 mètres face à l'établissement tous les jours, l'enjeu il est là. Après, j'ai vu qu'en termes d'investissement, c'était un gros record. Ça rejette de l'eau très salée. Voilà. Je ne suis pas si inoffensive. Ouais. Mais alors, je suis curieux de voir. Alors, je pense que ça va évoluer très très vite sur le sujet de la désalinisation parce qu'il y a un moment, je pense qu'on n'aura pas le choix. Ouais. Mais en tout cas, nous, on est preneurs d'être, en tout cas, au début de cette aventure-là, parce que c'est un sujet qui nous tient à cœur, qui nous tient à cœur. Et puis, on est face à l'océan, donc c'est un dommage de ne pas pouvoir utiliser cette source. Donc voilà la manière dont on travaille l'eau. Merci beaucoup, Monsieur Morin. On voit effectivement que c'est déjà un sujet qui est traité avec les économies d'eau. Donc on espère en tout cas que les résultats de cette étude pourront aussi vous apporter un soutien pour vos futures démarches.
Et on va passer du coup à Madame Marzorati. Merci Mathilde. Donc, bon, bah, je ne sais pas trop ce que je vais dire, parce qu'il y a eu tellement de choses de donner. Et, voilà, donc le domaine de la Forge, donc, c'est un camping 4 étoiles, donc on a uniquement des mobil-homes et des chalets. En tout, il y a 400 emplacements. Donc, on a été certifié Écolabel en 2017. Donc, depuis pratiquement 10 ans, ça fait pas mal de choses qu'on essaye de mettre en place. Et je remercie tout l'accompagnement qu'on a et dont on a pu disposer, parce qu'au fil des années, on a mis en place des choses et que ça permet tous les ans de nous remettre en question et de réfléchir à tout ce qu'on peut aller, vers quoi on peut aller en matière innovante. Donc, alors je vais essayer de me concentrer sur la partie de l'eau. Donc, on a mis en place pas mal de choses comme vous. Mais je voudrais ajouter que ma réflexion, ça a été au départ de me dire ok, qu'est-ce que je peux réutiliser, qu'est-ce que je peux réemployer, mais déjà qu'est-ce que je peux éviter de perdre. Donc, étant donné que le domaine de la forge a quand même un certain âge, on a commencé à travailler sur les réseaux, donc à faire des recherches de fuite et à faire des réparations qui s'imposaient. Après, au niveau de la piscine, parce que quand on voit une piscine comme ça, on se dit que c'est forcément là où ça utilise beaucoup d'eau. Donc, on a imposé le maillot de bain. Alors, c'est sûr qu'au niveau de la clientèle, c'est un peu compliqué parce qu'en camping, on vient se baigner en Bermuda. Sauf que les Bermudas, c'est source de salissure. Et donc, si on salit l'eau, il faut la retraiter, il faut faire plus de lavage de filtres. Donc là aussi, on a essayé de discipliner les clients. C'est pas toujours facile parce qu'effectivement, tout le monde se donne bonne conscience et tout le monde se dit effectivement la protection de l'environnement, c'est important. Mais quand on est en vacances, quand on demande aux clients de se mettre en maillot de bain plutôt que de mettre leur Bermuda et qu'ils n'ont pas forcément prévu, les réactions des fois sont un peu compliquées. Donc, pour éviter des réactions un peu intempestives, j'ai mis en place un distributeur de maillots de bain. Comme ça évite qu'ils repartent ailleurs acheter un maillot de bain. Parce que forcément, je suis le seul camping de France où les Bermudas ne sont pas autorisés. C'est bizarre. Donc voilà, c'est par des petites choses comme ça. Donc surtout, traiter les fuites, mettre en place des sous-compteurs pour bien isoler, voir à quel endroit on perd l'eau. Donc ça demande de mesurer. Également, ce que j'ai fait, j'ai arrêté l'arrosage automatique, donc des choix de végétaux qui sont plus adaptés à notre région et moins gourmands en eau. Mais également, une petite chose aussi, c'est que l'arrosage automatique, je me suis rendu compte que pour les équipes, c'est la solution de facilité. On appuie sur un bouton, ou même on n'appuie pas sur le bouton, c'est programmé et ça se déclenche. Et même quand il pleut, ça se déclenche. Donc ça, c'est le genre de truc qui me rend folle. Donc j'ai arrêté l'arrosage automatique et quand même des fois je leur demande d'arroser. Donc c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Il faut aller dans les récupérateurs d'eau, récupérer l'eau, les mettre dans un bac, le bac le mettre sur la remorque de la golfette et aller arroser. Mais c'est une prise de conscience parce que toutes ces mesures et tout ce dont on parle depuis ce matin, alors je vais peut-être un peu conclure, mais ça ne peut pas être que la responsabilité de la direction. Il faut derrière accompagner les gens, il faut leur montrer tout l'intérêt qu'il y a. Et des fois, en compliquant un petit peu les situations, ça leur fait prendre conscience que tout l'intérêt que ça a. Donc voilà, mais je trouve qu'il y a eu beaucoup d'échanges, que c'était très intéressant. J'ai bien aimé aussi la remarque comme quoi faut aller dans le détail, parce que c'est les petits détails qui font la différence. Et puis il faut une synergie, il faut que ça soit cohérent à tous les niveaux. C'est pas juste un service, c'est pas que le responsable maintenant, c'est pas que le restaurant, c'est à tous les services où ça nécessite une implication, dès l'accueil avec le piosso, et puis au fur et à mesure ça fonctionne. Alors cette année j'ai travaillé un peu plus sur une animation expérientielle et responsable. À travers le mini-club aussi pour sensibiliser les enfants, mais les adultes aussi, c'est-à-dire essayer de leur donner du sens à travers d'autres choses, et puis, mais ça nécessite beaucoup de communication. Donc on profite du comité d'accueil pour faire passer des messages, mais parfois c'est un peu compliqué. Voilà, mais c'est encourageant parce que cette année, beaucoup de gens sont arrivés par le train ou en taxi, donc c'est toujours le problème du dernier kilomètre.
Ça demande une disponibilité aussi, parce que des gens qui arrivent, qui n'ont pas de voiture, il faut les accompagner à l'hébergement. Donc le domaine de la forge, c'est 35 hectares. En tout, avec les forêts, il est exploité sur 19. Donc si les gens se retrouvent à l'autre bout du camping, il faut les accompagner. Mais tout ça, ça fait partie d'une réflexion, et grâce à vous aussi, et à l'aide aussi de Séverine Bagnariol, qui est du syndicat d'hôtellerie de plein air, on est bien accompagnés. Voilà. Merci beaucoup, Chloé. Donc, effectivement, c'est très inspirant également. Et puis, on a l'habitude de travailler avec vous. Vous avez travaillé sur le bilan carbone avec Jacques Guézon. Donc voilà, il y a beaucoup de choses. Et on est contente, en tout cas, de pouvoir vous accompagner. Je propose de passer aux questions. Donc on peut passer. Voilà, parfait. Donc est-ce que vous avez des questions, donc, que ce soit pour Sarah Dolin d'Ecofilari ou les intervenants qui ont témoigné, n'hésitez pas. Après ça sera terminé. Si. Alors, j'ai un témoignage et une question à vous deux. Un témoignage, moi il m'est arrivé de travailler avec Ecofilari en 2017-2018 sur le Grand Port Maritime de La Rochelle. Puisque à titre professionnel, moi j'accompagne les entreprises du port dans leur décarbonation et dans la transition écologique. Et on avait fait une étude avec vous, avec Ecofilari, qui avait démontré le potentiel. Donc je vous la fais courte, mais la station d'épuration de Port-Neuf, pour ceux qui connaissent, à La Rochelle, donc celle qui est la plus proche de nous, rejette chaque année en eau traitée 5 millions de mètres cubes d'eau. Et la consommation d'eau du Grand Port Maritime de La Rochelle, c'est 2,5 millions. C'est-à-dire qu'on avait la ressource potentielle, c'est pour ça que c'est un mot qui est intéressant, qu'il faut souligner, potentiel, pour substituer l'eau potable. On n'y est jamais arrivé, d'abord parce que c'est coûteux, et la CDA de La Rochelle n'a pas souhaité, en tout cas n'a peut-être pas les moyens d'aller. En tout cas, c'est quand même un vrai sujet. Aujourd'hui, je pense qu'il y a peu de collectivités locales ce matin, mais c'est aussi un sujet qu'il faut qu'on traite avec elles. Et du coup, c'est ma question à vous deux. Comment vous avez travaillé, vous, avec les EPCI, avec les communes, pour essayer d'avancer, notamment la communauté de communes de l'Île de Ré? J'ai réfléchi à ces choses-là. Nous, on le fait avec l'agglomération de Royan en ce moment, où avec le comité de bassin d'Ourgaronne, on est en train de regarder pour réutiliser, de passer de 1 à 10% d'eau réutilisée pour le tourisme et l'agriculture, qui sont deux filières très importantes sur le pays royalais. Voilà, c'était ma question. Comment vous avez travaillé avec les collectivités locales? Alors, sur le bassin d'Arcachon, il y a CIBA qui est très impliqué dans la gestion de l'eau. Au niveau des collectivités, l'accent, je trouve, a été mis davantage sur le tri, la gestion des déchets. Au niveau de l'eau, en ce moment, ça a été beaucoup. L'eau, ça a été traité au CIBA, avec les problèmes qu'on a rencontrés la saison dernière. Un sujet qui est plutôt alertant sur le bassin d'Arcachon, c'est le surtourisme. Et voilà, donc, mais je trouve que les collectivités sont quand même très à l'écoute et impliquées. Nous, c'est le sujet, effectivement. Alors, le sujet principal qui nous lie avec la communauté de communes, c'est l'érosion des côtes. Mais par contre, ce que je ressens, c'est que le sujet de l'eau, on commence à en parler de plus en plus, mais nous, on est des grosses structures de l'île. Il y a 4 grosses entreprises qui sont plus de 100 collaborateurs sur l'île de Ré. Et il y a la nécessité de se réunir pour pouvoir avoir un poids au travers d'un collectif, pour pouvoir ensuite le porter au travers de la collectivité. Sinon, à titre individuel, c'est très difficile, et je pense à toutes les structures qui sont plus petites. Et je pense qu'il y a besoin de partager ce sujet-là pour pouvoir avancer. Mais c'est un sujet qui m'engage. Est-ce que vous connaissez la multiplication de la consommation d'eau sur l'île de Ré par rapport aux autres? C'est x4. C'est pas énorme, hein, en fait, quand on réfléchit, parce que c'est peuplé, mais quand même. Oui, c'est pour ça, donc c'est un vrai sujet. Alors, on l'avait vu, puis d'autant plus que sur... C'est proportionnel par rapport à la population de l'île de Ré qui consomme de l'eau. Qui passe soit 10, c'est inférieur à l'augmentation de la population. Et l'île de Ré, on fait venir l'eau, il n'y a aucune nappe qu'on peut utiliser sur l'île de Ré, ça, c'est l'étude de O17, c'est ça. Voilà, et effectivement, donc c'est un vrai sujet sur la définition.
Alors après, je pense que ce serait bien aussi que les collectivités prennent des décisions en termes, par exemple, concernant la piscine, nous, à titre commercial, on affiche qu'on ouvre la piscine à partir des vacances de Pâques. Donc ça fait à peu près avril. Personnellement, je pense que c'est une hérésie, parce qu'au mois d'avril, il ne fait pas encore assez chaud. Enfin, nous, commencer à chauffer les piscines, c'est n'importe quoi. Et puis, ça fait des coûts d'entretien supplémentaires, du renouvellement d'eau. Mais c'est ça, c'est qu'on est pris entre les attentes des consommateurs qui, eux, vont réserver à partir des vacances de Pâques et qui vont regarder les sites qui sont ouverts, et s'il y a une piscine, ils vont venir. Et si moi, je prends la décision de ne pas ouvrir la piscine au moment des vacances de Pâques, je vais réduire le nombre de réservations. Donc, au niveau du discours collectif, il faudrait peut-être, par rapport à dire, par rapport au problème de consommation d'eau, on décide que sur tel département, les piscines n'ouvriront qu'à partir du mois de mai. C'est compliqué, mais quand les gens, quand on leur impose... je suis désolée. Monsieur le président, c'est une excellente remarque et je rêverais qu'on arrive à ça. C'est-à-dire qu'on ait une prise de conscience collective. Je reviens, sur les choix politiques, tout simplement. C'est les collectivités locales qui doivent décider ça. Mais on peut aller de ça, comme on peut parler de la climatisation, comme on peut parler du chauffage. Je sais qu'on a des... J'ai travaillé avec le comité pour l'Europol à la mise en place du label GDR pour la quasi-totalité des établissements, et que le GDR recommande de ne pas toucher, en gros, de bloquer la clim et le chauffage à une température de 22 dans un sens par an. Et je l'ai testé dans mon propre établissement et je suis rarement aussi souvent fait engueuler. Parce que les gens, actuellement, j'ai des clients dans mon hôtel, là aujourd'hui à Vallière, qui a clé avec les ordres de fête. Mais sur ce sujet, c'est évident que on doit faire parce qu'ils ne peuvent pas, comment dirais-je, ignorer, en profiter. Il y a des élections municipales dans 6 mois. Donc profiter, c'est le moment d'aller voir vos maires. Et oui, déjà, les campagnes, on l'a fait à Rémi, allez voir vos maires, allez leur parler de ça, parce que c'est un vrai argument. Allez voir vos maires, allez voir vos députés. Alors, je crois que les députés sont un petit peu sur les rapportants actuellement, mais allez voir les députés, parce que c'est un sujet qu'ils doivent prendre à leur charge. On doit décider ensemble, le collectif des professionnels doit dire à nos élus, mouillez-vous, mouillez la chemise, c'est clair de dire, au maillot de bain plutôt, pour prendre des décisions sur l'ouverture de. Je vous entends, vous avez un problème commercial. C'est comme si moi demain je décide de faire switch off à la clim et qu'il n'y a plus de clim dans mon établissement. Je n'aurai plus personne d'été. Et vous avez le droit aussi de dire que moi je ne veux pas ouvrir ma piscine le 15 avril, je veux l'ouvrir le 15 mai. Parce que c'est raisonnable, parce que c'est comme ça qu'on veut le faire. Et je pense que c'est une prise de conscience qu'on doit avoir tous ensemble, aussi bien au niveau du CRT, aussi bien au niveau de la région, et de toutes les instances qui nous dirigent, pour dire c'est un effort collectif. De toute façon, l'écologie doit être si elle est punitive, on sait ça. Celle des collectifs, ça peut fonctionner. Merci beaucoup. Mais en tout cas, on est bon, je pense. Donc, merci beaucoup à tous les intervenants de ce matin qui ont pu témoigner. Sur la journée des bâtiments, on a encore de belles choses cet après-midi. Ça sera un peu plus interactif, un peu plus léger, parce que là, c'était quand même beaucoup d'informations. Donc, je laisse peut-être M. Morin clôturer la matinée, puis nous expliquer. On va faire un chemin pour rejoindre le restaurant. Oui. Oui, on va juste vous dire comment on va passer à la table. Moi, je vous engage à passer par l'extérieur parce qu'il ne peut pas. Si vous voulez, on peut sortir par ici directement. Et puis, on va aller au niveau du restaurant qui est à la réception de l'hôtel. On va déjeuner ensemble. Et puis, cet après-midi, il y aura des animations, des activités. Et puis, on passera un peu plus de temps sur la présentation du site. Merci à vous.